Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons une analyse du texte L'eau et les rêves de Gaston Bachelard. Ce livre de philosophie est composé de 8 parties. Son thème principal en est l'imaginaire de l'eau. Les thèmes annexes sont la matière, le narcissisme, la mort, la colère, la douceur, la pureté, l'élément, la féminité, la nuit et les mythes. Contexte historique. L'ouvrage est publié en France sous l'occupation en 1942. Ceci n'a probablement pas beaucoup d'importance puisque l'auteur ne parle pas des circonstances historiques directement. On peut se demander cependant si les préoccupations sur la mort, mais également sur la douceur, sur la protection maternelle, ne traduisent pas une certaine angoisse pour l'avenir, et si elles ne se rattachent pas aux craintes de l'époque. Il s'agit cependant ici que d'hypothèses. Bachelard se pose en tout état de cause en matérialiste. Et c'est un matérialiste qui déplore que la matière ait été dévalorisée au profit exclusif de la forme. Il dit de ce fait: il nous a semblé en particulier qu'on sous-estimait la puissance individualisante de la matière. Pourquoi attache-t-on toujours la notion d'individu à la notion de forme? N'y a-t-il pas une individualité en profondeur qui fait que la matière, en ses plus petites parcelles, est toujours une totalité? Méditée dans sa perspective de profondeur, une matière est précisément le principe qui peut se désintéresser des formes. Elle n'est pas le simple déficit d'une activité formelle. Elle reste elle-même, en dépit de toute déformation, de tout morcellement. Philosophie matérialiste donc, mais pas de matérialisme dialectique. Il ne s'agit pas de penser l'humain dans un contexte économique, à améliorer d'une manière ou d'une autre. Il s'agit au contraire d'en venir à la forme archaïque de l'élément, comme explicateur du sens de la vie humaine. L'élément choisi ici est l'eau, et cet élément est tiré dans tous ses aspects, à la fois l'eau calme, protectrice, berceuse, et à la fois l'eau monstrueuse, violente, mortelle et meurtrière. Dans le contexte historique où la vérité du monde semble s'annoncer au travers de la réussite économique, Bachelard oppose à cela la vérité de l'élément. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Puisque le discours de l'élément semble détaché de tout contexte historique, et que l'imaginaire qu'il véhicule est potent. C'est ce qu'avait dit Freud quand il disait que l'inconscient n'a pas d'histoire, et Jung, dont s'inspire grandement Bachelard, pensait visiblement la même chose. Il n'y a donc pas lieu de lire le texte de Bachelard plus aujourd'hui qu'hier ou demain. Ce genre de texte est complètement inactuel et constitue une manière comme une autre de se déprendre du temps. Il reste néanmoins à faire un choix. Pourquoi l'eau plutôt qu'un autre élément?
En réalité, Bachelard n'a pas choisi, il a traité les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et tous ont été traités dans un rapport à l'imaginaire matériel. Chaque élément a donné lieu à ce que Bachelard appelait ses propres complexes, suivant cela la psychanalyse de Jung. Il s'agit en fin de compte d'une analyse des différents mythes liés à l'élément aqueux. Parmi eux, on peut noter le mythe de Narcisse, qui prend ici une forme cosmique, nous dit Bachelard. À travers l'eau, c'est le monde qui se voit et s'admire. Bachelard dit donc, le cosmos est bien en quelque manière touché de narcissisme. Le monde veut se voir. La volonté, prise dans son aspect schopenhauerien, crée des yeux pour se contempler, pour se repaître de beauté. On voit ici comment Bachelard a pu influencer un philosophe comme Maurice Merleau-Ponty, qui reprendra ses idées de narcissisme fondamental, en les associant à la notion de chair, c'est-à-dire à la notion d'élément. Bachelard va multiplier toutes sortes de mythes, en les associant à l'élément de l'eau. Et ces mythes touchent finalement à ces notions fondamentales de la psychanalyse, que sont la pulsion de vie et la pulsion de mort. Le complexe de Caron, analysé dans le 3e chapitre du livre, traite de ce rapport de l'eau à la mort, et de cette notion si étrange d'une mort que l'on ne cherche pas à éviter, mais que l'on désirerait. Bachelard dit ainsi: l'eau dans la mort nous est apparue jusqu'ici comme un élément accepté. Nous allons maintenant grouper des images où l'eau dans la mort nous apparaît comme un élément désiré. On passe ici du complexe de Caron à celui d'Ophélie. Ophélie de Hamlet de Shakespeare, évidemment. Problème du suicide, en réalité. Mais l'eau n'est pas simplement un élément macabre. Elle illustre en réalité notre finitude. Les limites sont celles de la naissance et de la mort. Mais entre ces limites, il y a cette vie à vivre. Et l'eau y a son rôle. Bachelard dit ainsi: l'eau ainsi dynamisée est un germe. Elle donne à la vie un essor inépuisable. Tout ceci se passe naturellement dans un imaginaire à la fois cohérent et difficile à rationaliser, au sens scientifique de ce terme.